Donc on se retrouve pour la 3e journée avec Patrick. Bonsoir. On va se faire, c'est le bilan. Là, les gens ils sont en train de déménager la partie pro de Laval Virtual. En effet. On avait dit qu'on se ferait un petit bilan de la journée, puis bilan quotidien. Qu'est-ce que tu as vu aujourd'hui? Aujourd'hui, on a vu qu'on arrivait à entrer dans un espace où tout se brouille, c'est-à-dire qu'on est à la fois ici et là-bas. Ouais. Et les gens qui sont là-bas peuvent être ici. Ouais, et donc ça chamboule tout. Tous nos modèles établis, c'est-à-dire qu'on va pouvoir être présent en étant absent et inversement. Chamboule le temps aussi. Hein. Et bien sûr. Et donc c'est ce que j'appelle la défixation. On va apprendre à se défixer, c'est-à-dire à perdre nos habitudes qui en fait nous pesaient très lourd. Et donc il va être utile d'apprendre de nouveaux comportements où on s'allège. De la même manière que hier, on a vu comment on s'allégeait de toutes ces interfaces pesantes qu'on avait jusqu'ici. Et maintenant, on agit avec nos doigts, donc à corps nu, à main nue. Et les dispositifs deviennent quasi invisibles. Voilà. Alors, j'ai tweeté le fait que tu revenais ce soir. Et j'ai dit, si vous avez des questions, alors j'ai envoyé, j'ai dit, on fait sur Laval Virtuel, Patrick revient ce soir. Est-ce que vous avez des questions à poser à Patrick? Et j'ai des questions qui sont arrivées via Twitter. Ouais. Parce qu'il y a des gens quand même qui regardent un peu nos petites vidéos, qui ont regardé, qui ont potassé, qui ont retweeté. Donc ça m'a donné l'idée de poser cette question-là. Alors la première question c'est... Attention, c'est pas simple, on l'a pas préparé. Quel lien qui pourrait être fait entre les mondes virtuels et la réalité augmentée en matière d'éducation? Bon, vous savez... Le savoir au Moyen-Âge, en particulier, on allait le chercher, donc on se déplaçait, même les profs se déplaçaient dans des centres, mais le savoir ne venait pas à vous. Aujourd'hui, c'est le savoir qui vient à vous. Et il est accessible, quasiment tout est accessible en termes de savoir. Maintenant, ça ne veut pas dire que le savoir-faire va avec. Donc il faut quand même des relais, des coachs, des gens qui vous aident, qui vous tutorent, etc. Et des profs bien sûr aussi. Donc je crois que c'est ça, c'est cette inversion. C'est pas une inversion, c'est que le savoir est là. Et c'est d'accepter qu'il soit déjà là, pour autant qu'il évolue tous les jours. Mais que donc je ne suis pas seul. 2, si j'ai la curiosité d'apprendre, je peux le faire. En soi, ça ne coûte pas très cher. Il faut être connecté quand même. Et on trouve beaucoup de sources, même si on ne peut pas toujours les vérifier. Et troisièmement, c'est le complément qu'il faut chercher maintenant pour nous guider. Donc le guidage, ça par contre, pour nous conseiller, ça reste à pourvoir chaque fois. Je ne sais pas si je réponds à la question. Non, mais c'est une réponse, si. Et il y a aussi Jean-Paul Moirot qui voulait savoir s'il y avait des solutions présentées dans l'enseignement en réalité augmentée, en réalité virtuelle, à Laval Virtuel. J'ai vu des prototypes, ou plutôt des démonstrateurs, qui montrent des voies. Par exemple, on a vu, alors je ne sais plus qui l'a fait, mais en une classe qui regarde un écran où l'on montre une cellule humaine probablement, et donc on apprend la constitution de la cellule, les membranes, tous les composants d'une cellule, en cliquant, en cherchant, et on accède aux bases de données qui vont avec Wikipédia, etc. C'est très graphique, c'est du 3D rendu. Et c'est à la demande, et donc c'est un cours qui n'est pas programmé à l'avance puisqu'on suit un chemin et on progresse. Évidemment, il peut y avoir plusieurs niveaux. Donc la réponse est oui, mais comprenez bien qu'il faut mettre tout le corpus de savoir derrière, il faut tout brancher, le valider, le tester, les niveaux. Donc on retombe dans la problématique de l'e-learning encore une fois. Et l'e-learning, c'est lourd. Oui. Il y avait une manip là, qui a été faite par les 3 filles sur l'anatomie pour les kinés, où on projetait l'anatomie sur le dos du patient. Alors très intéressant, ça c'est très intéressant. Ça permet très vite d'entrer en scène. Le gros avantage, c'est que l'appréhension que l'on avait vis-à-vis du savoir avant disparaît. Donc je me permets tout. Et ma limite, c'est moi, c'est ma curiosité, c'est mon envie, mon désir, c'est mon besoin bien sûr, ma nécessité. Et donc la difficulté nouvelle pour moi, c'est de savoir ce que je veux. Parce que je ne peux pas tout savoir, je ne peux pas tout apprendre, non, c'est impossible. Et donc, voilà, c'est de choisir, c'est de faire la bonne sélection pour moi. J'avais une dernière question, toujours de Jean-Paul Moirot, tiens. Oui. A-t-on des projets où le prof et l'élève peuvent s'immerger dans des concepts et le savoir?
le concept étant le lieu d'apprentissage. Tu peux répéter, s'il te plaît? Ça veut dire, non, parce que c'est une longue discussion qu'on a eue avec Jean-Paul. Je sens quelque chose derrière, ouais. mais je vois pas quoi. L'idée, c'est que Jean-Paul, lui, me disait, quand on veut enseigner dans les mondes virtuels, c'est compliqué que l'étudiant il met un temps avant d'apprendre à servir de son monde virtuel. Donc, on le met dans une salle de classe, parce que moi, je disais, ça sert à rien de mettre les étudiants dans une salle de classe, recréer à distance ou en virtuel ce qui existe en réel. Le paradigme de la salle de classe, il explose, hein, sinon ça sert à rien. Et lui, il me disait, oui, mais quand même, si on les perturbe, on les met dans un lieu, ils ne se reconnaissent pas, ils mettent du temps et le prof, on perd du temps. Je dis, mais par contre, moi, ce que je préfère, c'est que dans une salle de biologie, on mette, par exemple, les étudiants dans une cellule. Dans une salle de chimie, on met les étudiants dans une molécule. Et là, on n'était pas tout à fait d'accord. Donc c'est un peu ça. Bon, moi ce que j'ai vu, c'est la mise en contexte, c'est-à-dire si vous parlez de la cellule, ben, vous voyez la cellule, mais vous êtes présent avec la cellule. C'est comme si vous aviez un rapport, un dialogue, parce que vous allez chercher, la cellule vous répond d'une certaine manière, soit en se laissant parler, elle vous dit des choses et puis vous avez des réponses, soit vous allez plus profond dans le savoir. Mais je voudrais savoir où est l'appréhension. Est-ce que c'est pas l'enseignant, l'éducateur qui a une appréhension? Parce que quand on non, c'était fait d'observation de Jean-Paul, parce qu'il utilise beaucoup les mondes virtuels avec ses étudiants. Et il dit il y a un petit moment d'adaptation, ils sont perdus, du coup ils se focalisent plus sur l'enseignant, ils se focalisent sur d'autres choses. Bon. Je traduis un peu Jean-Paul Tazi, il va nous reprendre dans les commentaires. Mais alors, les digital natifs, en général, ils rentrent tout de suite. S'ils en veulent, ils consomment. S'ils n'en veulent pas, ils s'en vont et puis on ne les voit plus. Hein, c'est un peu binaire. Ceux qui ont peut-être 25 ans ou en plus, peut-être que c'est un peu plus difficile, plus lent, parce qu'ils ne sont pas tout à fait natifs digital. Pas complètement. 80% peut-être. Donc ils ont encore quelque chose qui leur rappelle le monde d'avant. Peut-être que c'est ça, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse définitive. Mais il est certain qu'il faut contextualiser. Vous ne pouvez pas mettre un monde virtuel en soi comme un livre. Hein. Vous n'ouvrez pas un livre, vous ouvrez un univers, vous ouvrez une vie, vous ouvrez un truc qui est complet en soi. C'est un whole, c'est un entier, c'est un tout. Et c'est ce tout qui est difficile à développer, bien évidemment. Et on n'a pas de mode d'emploi qui nous guide pour le développer. Je crois que c'est ça. J'avais connu ça quand je faisais de la synthèse de sons musicaux, il y a très longtemps, il y a 30 ans. Et alors on inventait des sons absolument impossibles, c'est-à-dire que personne n'avait entendu encore sur la planète. Mais alors c'était tellement nouveau que ces sons n'avaient pas de référent, on les rattachait à rien. Et du coup, on ne savait pas même en parler. Il a fallu inventer le vocabulaire, une grammaire, une façon de les composer. Et puis il y a des pionniers comme Boulez et puis d'autres, chacun à sa façon, qui ont été des pionniers, des explorateurs, qui ont tracé des voies, des autoroutes, des routes. Ils ont cartographié. Alors ça donne des styles parfois, pour les gens qui étaient très forts. Alors moi, je n'avais pas forcément de style, mais vous voyez, eux, ils repèrent, comme tout savoir. Vous avez les pionniers qui... Alors ce repérage, aujourd'hui, on est au début. On est au début. Peut-être que c'est de là que vient cette sorte de manque, de vide, qui donne une appréhension. Eh ben, j'espère que Jean-Paul en a bien répondu. De toute façon, le débat est lancé. Ça va continuer, à mon avis, sous les vidéos, dans les commentaires, sur Twitter et tout ça. Ouais. On se laisse là pour la troisième journée ? Ah ben voilà, troisième journée et peut-être la synthèse, c'est ça? On va faire la synthèse dans un autre podcast. On va aller boire un petit coup, on va se reposer, on va en gamberger tout ça. Ça va. D'accord ? Alors, ça va. Merci. Très bien.